Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Je m'appelle Mathieu Desborbes. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir au nom de l'Institut du Nouveau Monde et de votre municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour cette consultation portant sur le projet de règlement 21-2022, comme vous le savez, qui est un règlement modifiant votre zonage. Donc, je vais être votre animateur pour ce soir. C'est moi qui vais accueillir plus tard dans la soirée donc, vos interventions, vos questions. Est-ce qu'on peut changer les diapositives ici? Merci. Donc, pour présenter rapidement l'Institut du Nouveau Monde, c'est un organisme indépendant qui a pour but d'accroître la participation citoyenne, notamment dans un contexte comme ce soir. Hein. On a fait la blague tantôt de ça ressemblait un peu à un mariage, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le but, c'est donc de vous faire participer sur un projet important pour vous et pour votre communauté, un projet qui vous implique. Donc voilà, notre rôle à l'INM dans le processus de consultation, c'est de l'animer. Donc c'est moi ce soir également. Vous avez au travers de vous deux de mes collègues donc, qui sont là pour préparer un rapport qui sera publié éventuellement. Donc ici sur le côté, Mme Ruel qui est avec nous et en arrière la salle, Mme Gagnon qui vous ont accueillis, peut-être si vous êtes rentrés par l'entrée avant. Donc, le but de leur présence, c'est donc de prendre des notes, d'être le plus exhaustif possible et d'avoir un rapport qui rend fidèlement ce que vous nous aurez dit. Voilà pour ça. Je tiens tout de suite à vous mentionner, vous avez vu peut-être aussi le vidéaste ici, donc la soirée est enregistrée, notamment pour faciliter la vie à ceux et celles qui n'auraient pas pu être là ce soir. Puis aussi parce que c'est un espace d'expression publique, donc on tient à vous aviser que vous êtes enregistré, notamment quand vous poserez vos questions. Également, on m'a demandé de vous demander de mettre vos cellulaires en mode silencieux ou avion ou de manière à ce qu'ils ne nuisent pas à la progression de la soirée. Donc voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attrapent leur téléphone, c'est bien. Merci beaucoup pour votre respect. Et je vais passer tout de suite, sans plus tarder, la parole à M. le maire. M. Benoît Proulx va vous adresser quelques mots de bienvenue. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mathieu. Bien, d'entrée de jeu, un peu comme Mathieu le disait tantôt, merci d'être ici en si grand nombre ce soir. C'est une soirée importante, cette consultation publique. Et je vois qu'avec le nombre que vous êtes, tous ceux parmi vous qui assistaient à cette soirée, vous démontrez un grand intérêt à votre communauté. On en est très fiers. Merci d'être là. Si vous voulez bien, je vais vous présenter les gens qui ont contribué à organiser cette soirée puis qui ont contribué à travailler très fort depuis plusieurs mois là, pour ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, je vais commencer par les membres du conseil. Donc, j'ai M. Régent Aubertin du district 1 de la Baie. Mme Marie-Josée Arquetto, district 2 des Sables. M. Carl Trudel, district 3 des Coteaux. M. Alexandre Dussault, district 4 de la Vallée. M. Michel Thorne, district 5 du Berceau. Mme Rachel Champagne, district 6 du Domaine. Nous avons aussi avec nous ce soir nos fonctionnaires. Tantôt, je disais qu'il y en a qui ont travaillé fort, mais il y en a qui ont travaillé très, très fort. Donc, nous avons avec nous ce soir M. Stéphane Gigard, le directeur général de la Ville. Nous avons Mme Patricia Tessier, la directrice adjointe en urbanisme. Nous avons Mme Audrey Blanchard, responsable des communications. Nous avons également des professionnels qui sont ici avec nous. Il y en a qui c'est pour présenter les études tantôt. Il y a aussi Maître Steve Cadrin, qui est le procureur de la municipalité. Lui est ici pour répondre aux questions qui seraient d'ordre juridique. Nous avons M. Moustapha Mahouch, qui est ingénieur de la compagnie Calilab. Nous avons M. Régent Aubin et Mme Marika Jolicoeur, ingénieur de GBI. Et finalement, nous avons M. Jean-Philippe Bérubé, ingénieur BSA Groupe Conseil. Bonjour. Tantôt, M. Desbordes disait que j'avais quelques mots. C'est un petit peu plus que quelques mots. Je vais commencer par vous faire une historique, si vous le voulez bien.
Donc, il y a 10 ans, les secteurs concernés, donc le plateau du Ruisseau et la terre La Violette, ont été assujettis au plan d'aménagement d'ensemble, ce qu'on appelle le PAE. Ensuite, il y a eu l'objectif du PAE qui est d'encadrer tous les futurs projets de développement, notamment par la production d'études diverses, que ce soit la préservation de la faune, de la flore, pour le bruit, pour la capacité du réseau d'aqueducs et d'égouts, l'intégration dans le milieu, etc. Il y a eu 2 consultations publiques. En 2012, la présentation des concepts d'aménagement pour la terre La Violette, et en 2016, la présentation des concepts d'aménagement pour les plateaux du Ruisseau. Il y a eu aussi, en 2020-2021, il y a eu 2 soirées d'information en visioconférence, auxquelles probablement plusieurs d'entre vous ont assisté, pour répondre à la mobilisation citoyenne pour la conservation du plateau 3. Donc, lors de ces soirées, nous avons expliqué aux gens, il y en a qui nous disaient qu'il y avait des droits par rapport au boisé. On a aussi expliqué aux gens que le promoteur avait aussi des droits, qui avait respecté toutes les demandes qui lui avaient été demandées, là, que ce soit les obtentions avec le ministère de l'Environnement. Il y a eu ses autorisations avec le ministère de l'Environnement, il y a eu ses autorisations avec la MRC de Deux-Montagnes, avec la municipalité. Il a déposé également toutes les études. Donc, le promoteur, il était quand même en droit, de demander à construire et à continuer son projet. C'est ce qu'on a expliqué aux gens. Là, il y a des gens qui nous demandaient lors de ces 2 soirées, à savoir pourquoi vous expropriez pas l'exproprier au complet pour ne pas qu'ils construisent du tout. On a expliqué le conseil municipal qu'on n'était pas pour s'embarquer dans une démarche comme celle-ci qui était pour coûter plusieurs dizaines de millions à la municipalité et qu'on n'embarquera pas les citoyens là-dedans. Donc, finalement, le but de ça, c'était on a fait comprendre aux citoyens qu'on était dans un processus qui était un processus comme de non-retour parce que le promoteur avait tous ses droits. On a aussi fait part, ces 2 soirées-là, que nous avions commencé à faire l'acquisition du boisé de la partie du MTQ, qui est tout le long de l'autoroute au sud. Vous allez voir tantôt, M. Giguère, il va rentrer plus en détail là-dessus. Et qu'on entreprenait à ce moment-là aussi des démarches avec le promoteur pour acquérir toutes les parties du boisé non construisible. Ça, c'est ce qu'on avait fait, ce qu'on a commencé à faire tout de suite après les soirées en question. Après ces soirées, les 2 soirées en question, de notre côté, bien, c'est sûr qu'on n'est pas insensible à ce que les citoyens disent quand les gens parlent du non-déboisement ou quoi que ce soit. On est à l'écoute et on était à la recherche de solutions. C'est ce qu'on a commencé. Le conseil et moi et les fonctionnaires, on était à la recherche de solutions. Attendez un petit peu. Ouais, vous avez sûrement entendu parler depuis 1 an ou 2, on entend dans les médias, que ce soit papier, télévisé, que ce soit sur les médias sociaux, on entend beaucoup parler de densité. Il y a beaucoup de villes au Québec, de municipalités, c'est un sujet qui est très d'actualité, la densité. Il y a des villes similaires à la nôtre qui ont une grande portion de leur territoire qui est agricole, qui ont dit, nous, on va augmenter la densité pour ne pas faire de l'étalement urbain en zone agricole. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au printemps dernier, M. Giguère me fait part qu'on avait peut-être entre les mains la solution au non-déboisement du plateau 3. On a entrepris des grandes discussions avec les membres du conseil, avec M. Giguère, pour voir comment on pourrait faire ça. Et c'est là qu'on a, après de longues discussions, qu'on a autorisé M. Giguère, les fonctionnaires de la ville, d'entrer en contact avec le promoteur et d'entamer des discussions et des négociations pour en arriver à une entente. Tout ça, ça a duré plusieurs mois, puis on en est arrivé à une entente. Je veux que vous sachiez ce soir que l'entente, vous allez la voir tantôt, on ne vous l'aurait pas présentée si pour nous c'était une entente farfelue. Si on vous la présente, c'est parce qu'on pense que c'est une entente qui est gagnant-gagnant, mais vous en jugerez. Et puis, ce que je tiens à vous dire, juste avant de terminer, c'est qu'avec le processus actuel qu'on va voir ce soir, soit le statu quo ou encore l'entente, mais le promoteur, lui, n'a pas renoncé à ses droits. Fait que pas l'entente, mais le statu quo auquel il l'avait, il ne perd pas. Fait que je voulais que ça soit bien compris de votre part. Fait que moi, sans plus tarder, je repasse la parole à Mathieu. On s'en reparle plus tard.
Merci beaucoup, Monsieur le maire, donc, pour ces quelques mots. C'était pas si long, ça va. Donc, sur la prochaine diapositive, vous avez l'ordre du jour. Le programme ce soir, ça consiste d'abord à vous présenter les éléments techniques et réglementaires du projet de règlement pour lequel vous vous êtes tous et toutes déplacés, donc 21-2022. Ensuite, on aura une période de questions que j'animerai qui va porter sur le projet de règlement lui-même. Donc, on restera quand même assez focalisé sur ce sujet-là. On y reviendra. Je vais vous donner un petit peu les conditions de participation quand on sera rendu à cette étape-là. On a aussi prévu, vous êtes en table ronde, en fait, pour une période de discussion qui viendra après la période de questions. Donc, vous serez en petits groupes, maximum 10 personnes. Je pense qu'il n'y a aucune table en ce moment où il y a 10 personnes et plus. À ce moment-là, peut-être je vous demanderai de réaménager, de vous rapprocher, de vous mettre en groupe un peu plus grand, on verra. Et puis enfin, il y aura une mise en commun. En fait, pour des raisons d'efficacité, ça c'est moi qui vais m'en charger. Encore là, au fur et à mesure de la soirée, je vais tout vous expliquer ça. Et puis, tout de suite avant la fin, on vous présentera en fait les prochaines étapes de la démarche. Donc, qu'est-ce qui s'en vient après la soirée de ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Qui fera quoi? Voilà, on va tout de suite vous présenter sur la prochaine diapositive la charte de participation. Ah, non? OK, elle est après. Monsieur Giguère, c'est à vous. Alors, à l'INM, on aime bien jouer carte sur table et puis que ce soit clair quels sont les engagements des trois parties qui sont ici en ce moment, donc de la municipalité, les nôtres et les vôtres. On vous demande au public donc d'être bref et direct, donc d'éviter les questions très longues avec des longs prologues parce que, en fait, personne n'y gagne de temps, personne n'y gagne vraiment à ces exercices-là. Ça permet simplement, à la personne qui a le micro de se mettre en valeur, mais ça n'amène pas nécessairement grand-chose d'intéressant au débat. Donc, d'éviter de prendre trop de temps, aussi par respect pour les gens qui sont ici ce soir. D'attaquer les idées, on ne tolérera pas d'attaque personnelle, évidemment. À l'inverse, d'oser prendre la parole. Si vous êtes un petit peu plus gêné, que ce n'est pas vraiment votre genre d'événement, je vous dirais ce soir, l'enjeu est peut-être suffisamment important pour briser cette gêne-là, puis prendre la parole. On est dans un contexte où moi, je vais me faire le gardien de la paix de la séance, donc n'hésitez pas. Également, maintenir votre attention sur la personne qui parle. C'est sûr que si vous commencez tout à vous parler entre vous alors qu'il y a quelqu'un qui répond à une question, c'est un petit peu plus difficile, puis vous risquez de perdre en fait l'information, donc de ne pas avoir toute l'information après pour prendre votre décision, parce que vous avez potentiellement une décision à prendre par la suite. La ponctualité, ça va, tout le monde était même assez en avance, donc super. Respectez le thème de votre activité, ça ne s'applique pas vraiment, vous avez tous et toutes le même thème ce soir. Également, une dernière petite ligne directrice qui n'est pas ici, mais ça s'applique, c'est un peu comme transversal à tout ça. C'est, on vous demande de mettre en avant l'intérêt collectif. Donc, qu'est-ce qui est bon? Posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour Saint-Joseph-du-Lac? Qu'est-ce qui va vous amener plus loin versus votre intérêt individuel, en fait? Donc, voilà pour ça. Alors, M. Giguère, la parole est à vous. Merci, Mathieu. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, tout le monde. Alors, je vais vous présenter. Le maire, tantôt, faisait référence d'abord il parlait des plateaux, parlait du secteur La Violette. Donc, juste pour situer tout le monde, lorsqu'on parle des plateaux, alors on a le plateau 1 qui est ici, là, qui correspond dans le fond à l'intersection du chemin principal et de l'autoroute 640. Le plateau 2, lui, on n'en parlera pas ce soir, là, il a été développé dans les 2 dernières années, donc c'est le prolongement de la rue Francine. Il est présentement à terme, il n'y a pas d'autres choses qui vont se passer là. Et le fameux plateau 3 correspond au prolongement de la rue Caron. Alors, c'est environ 26 000 mètres carrés, là, on l'a en pieds carrés ici. Alors, c'est 280 000 pieds carrés ici. Et on a ici le terrain qui appartient, en fait, qu'on est en train, qu'on termine l'acquisition, là, ça correspond dans le fond à tous les immeubles qui sont derrière le Croissant Bernard.
Alors ça, présentement, ça appartient au ministère des Transports. C'est une question de semaine avant qu'on signe la transaction, mais la municipalité a acquis le terrain du ministère avec une bande qui longe l'autoroute. C'est une bande de 30 mètres qui vient jusqu'ici. Et le secteur La Violette, c'est ce qui est en rouge au bout ici. Alors ça, c'est la partie, là, quand on va parler du secteur La Violette, qui est le projet qui sera éventuellement urbanisé, c'est la partie qui est en rouge ici. Ce qui est en vert, donc entre le projet qui sera urbanisé et les résidences existantes sur la rue Maxime, il y a toujours un cours d'eau avec une zone assujettie à des mouvements de sol qui ne sera pas développée, qui va être cédée à la municipalité. Alors, donc le maire parlait tantôt d'une entente entre la municipalité et le promoteur. Juste pour rappeler, là, donc la municipalité a acquis ou est en train d'acquérir, donc on l'a mis en haut, 1,2 million de pieds carrés du ministère des Transports qui est ici et le long de l'autoroute. On a acquis aussi à la mi-avril dernier, donc 1 million, pratiquement 2 millions de pieds carrés. Donc c'est issu d'un processus d'expropriation qu'on a entamé vers la fin de l'année dernière. Donc pour acquérir, dans le fond, tous les terrains qui sont non constructibles. Donc le plateau 1 ici est constructible, le plateau 2, une partie ici du plateau 3. Mais entre le plateau 3, 2 et 1, c'est des terrains qui sont non constructibles. Donc, ceux qui connaissent le secteur, c'est des cours d'eau, c'est des zones assujetties à des mouvements de sol, il y a des plateaux. Donc, c'est un terrain qui a été acquis et dont on est propriétaire depuis la mi-avril de cette année. La seule chose qui reste à faire, parce que dans un processus d'expropriation, il y a 2 étapes. D'abord, est-ce que celui qui se fait exproprier est d'accord? Dans ce cas-ci, dans le cas qui nous intéresse, le promoteur était d'accord donc de céder ses terrains. Là où on ne s'entend pas présentement, c'est sur la valeur. On va le voir un peu plus tard. L'entente à laquelle le maire référait tantôt viendrait rajouter au nombre de pieds carrés que la municipalité va acquérir, donc 280 000 pieds carrés, donc qui est le plateau 3, et 236 000 pieds carrés, qui est, dans le fond, la partie qui ne peut pas être construite sur le plateau 1. On va le voir un peu plus loin, on a des agrandissements, parce que ce n'est pas tout le plateau 1. Là, ceux qui connaissent le secteur, là, c'est un grand plateau, mais il y a le tiers, ou le quart, là, en tout cas, qui ne peut pas être construit. Et ça serait dans le cadre de l'entente, ça serait cédé à la municipalité, moyennant une compensation qu'on va voir là, sur la diapo, les diapos qui s'en viennent. Fait que dans le fond, c'est quoi l'entente? Là, si je résume ça en une phrase, c'est une densification du plateau 1, une densification du secteur La Violette au profit d'une cession du non-développement du plateau 3, avec une compensation qu'on va voir là, un petit peu plus loin. Fait que c'est l'entente, là, c'est pas bien compliqué, c'est ça. Parce que le maire disait, dans le fond, c'est quoi le compromis des 2 parties dans ce dossier-là? Ben, le compromis, c'était de dire, OK, parfait, cède-nous le plateau 3, donc la municipalité éventuellement, dans le règlement, en fait, 21-2022, c'est que le zonage du secteur ici devient un zonage parc. Donc, tout ce qui est vert, en fait, là, va devenir une zone parc. C'est une zone dans laquelle on ne pourra plus faire de construction. Donc, on vient attacher un zonage qui restreint la construction. Donc, ce qu'on va voir à la fin, c'est ce qu'on connaît présentement de la rue Francine et éventuellement le plateau 1 qu'on va voir plus loin. Bon. Si, évidemment, l'entente réfère à une compensation. Actuellement, il faut savoir, puis ça, c'était dans la balance décisionnelle des élus quand il y avait à juger si c'est une bonne affaire, l'entente ou pas. Si, avec l'entente, en fait, c'est qu'on va le voir sur la diapo suivante, il y a une compensation qui est établie pour tous les pieds carrés qu'on vient de voir. Parce que présentement, ce qu'il faut savoir, la municipalité évalue, nos experts en évaluation évaluent les terrains non constructibles à 1,9 million de pieds carrés à 211 000, alors que le promoteur, les experts du promoteur sont à 2 millions. Fait qu'il y a une marge, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tantôt, il y a un tribunal qui va entendre ce dossier-là, puis qui va statuer une valeur. Puis souvent, les municipalités, on part deuxième dans des affaires de même. Fait
Ça, c'est de l'argent public éventuellement. Mais avec l'entente, on va aller à l'autre tout de suite. Avec l'entente, on a négocié une compensation financière de 350 000 $. Dans le fond, le 350 000 $, il nous garantit qu'on acquiert le 1,9 million dont on a parlé tantôt, l'expropriation, le 280 000 pieds carrés qui est le plateau 3, et une partie du plateau 1 qui est la bande ici là, qui est non constructible. Donc tout ça pour 350 000. Fait que là, on est certain que c'est ça qu'on paye. Puis la beauté de ça, c'est comme le boisé, parce qu'on a déjà soumis un projet à la CMM. La CMM reconnaît certains boisés d'intérêt métropolitain. Puis on a suffisamment d'hectares, là, parce que là 3 600 000, là, c'est 33 hectares, ça. C'est suffisamment de superficie. Et les caractéristiques de l'ensemble boisé, de tout ce qu'on voit en vert, est suffisamment intéressant que la CMM pourrait éventuellement reconnaître cette superficie-là dans ses boisés d'intérêt métropolitain. Donc, en plus du zonage municipal qu'on aurait, bien, il y aurait une couche de plus, donc les bretelles, qui ferait en sorte que là, on garantit un statut de protection à cet ensemble-là. Et aussi, présentement, il y a une subvention qui existe pour l'acquisition de bois, d'immeubles comme ça. Alors, on est admissible à une subvention de 66 %. Donc, la part, finalement, de la municipalité sera 119 000 $. Fait que le conseil municipal a jugé que c'était un bon deal de payer 119 000 $ à la fin pour tous ces pieds carrés-là, dans le cadre, évidemment, d'une entente. Souvenons-nous, où on a un changement de zonage, le règlement qui est à l'étude ce soir, une densification ici, puis une densification sur la violette. Si on n'a pas ça, ben à la fin, ça ne marche plus. Donc, bon, le maire, tantôt, a parlé de statu quo, puis du projet de règlement 21-2022. Fait que là, dans le fond, je vais me promener entre le statu quo et le projet de règlement pour que vous puissiez bien voir c'est quoi la différence entre les deux. Parce qu'au fond, si le règlement 21-2022 n'entre pas en vigueur parce que les citoyens jugent que c'est pas raisonnable, ben ça sera le statu quo. C'est important de se rappeler c'est quoi le statu quo. Parmi le statu quo, il y a la diapo précédente là, où il y aura un débat juridique pour fixer la valeur de l'expropriation. Parce que s'il n'y a pas de 21-2022, ben on retourne au statu quo. Donc on va y aller. Alors là, je vais commencer. Les premières diapos, ça va être vraiment pour la portion au sud de l'autoroute 640, puis après ça, on finira par la Violette. Alors, on va commencer par le plateau 1. Le plateau 1, encore une fois, là, c'est que la partie qui est en bleu qui va être urbanisée, sur laquelle on va avoir des bâtiments, parce qu'une partie ici qui ne peut pas être développée. On peut faire des stationnements, vous allez voir, il y a des stationnements là-dedans, en bordure ici, mais tout le reste, ça sera cédé à la municipalité, puis il y a un plan de reboisement aussi qui est prévu, là, dans le cadre de la politique environnementale. Merci. Alors ça, présentement, demain matin, on pourrait donner un permis. Donc ça, on est dans le statu quo. C'est-à-dire que si le règlement n'entre pas en vigueur, ça, c'est ce qu'on va retrouver là. Donc c'est probablement ceux qui ont participé aux consultations publiques auxquelles le maire référait tantôt ont probablement déjà vu ça. Donc c'est 8 bâtiments de 6 logements sur 3 étages qui donnent 48 logements. Donc, on a la fameuse ligne là qu'on ne peut pas dépasser au niveau des constructions, les petits stationnements qu'on parlait dans la fameuse zone. Ici, dans le fond, c'est pour le plateau 3. 2, on en a parlé. Le plateau 3, dans le fond, c'est la prolongation de la rue Caron. Alors, c'est 45 logements. Donc, ouais, c'est ça. C'est des maisons unifamiliales jumelées, dans le fond, puis on a 9 séries de bâtiments. Là, au total, on a 45 logements. Fait que ça, c'est demain matin, encore là, la municipalité a tout ce qu'il faut pour donner une autorisation pour le promoteur par ce projet-là, si le règlement 21-2022 n'entre pas en vigueur.
Maintenant, ça c'est le bout qui vous intéresse. Là, on a vu ce qui est autorisé présentement. Le règlement 21-2022 permettrait ce qui suit. Alors, on est sur le plateau 1, donc la ligne qu'on voyait tantôt. Au-delà de cette ligne-là, on ne peut pas développer. Alors, la partie qui était en bleu, bien sûr que tout le monde comprend. Merci. La partie qui est en bleu, c'est ça ici. Donc, on parle de 4 bâtiments qui seront constitués de 36 logements chacun. 36 logements. Sur 4 étages, avec 12 espaces. Il y a un ascenseur là-dedans, avec 12 cases de stationnement intérieur. Donc, le sous-sol, finalement, serait occupé par des espaces de stationnement, parce que vous constaterez qu'il y a, sinon, il n'y aurait pas assez d'espace de stationnement. Fait que la densification du plateau 1, on a vu tantôt ce qui est le zonage actuellement, fait passer donc le nombre de logements à 144. Donc, c'est 4 bâtiments de 36 logements chacun. On voit ici une illustration du type de bâtiment qui serait construit au fond là, à cet endroit-là. Bon. Ça ici, en fait, c'est juste pour illustrer que, dans le fond, c'est pas la forêt du plateau 3, là. C'est une source, je ne sais pas d'où ça vient, mais en fait, c'était juste simplement pour illustrer que le plateau 3 demeurait intact, là, tel que vous le connaissez aujourd'hui. Maintenant, je viens de finir, je viens de parler on ne développe pas le plateau 3, on vient densifier le plateau 1. On va aller densifier aussi le secteur La Violette dans l'entente. Donc, le règlement prévoit. En fait, ça, c'est le statu quo. C'est ce que demain matin, encore une fois, on pourrait donner un permis sur cet aménagement-là. Donc, il y a environ, pour vous situer, là, tantôt, on va le voir mieux sur l'autre diapo, mais il y a 250 mètres environ entre le projet et la première maison de la rue Maxime. Fait que la rue Brunel, on était peut-être à 300 mètres. Alors, c'est des terrains de 10 000 pieds carrés. Donc, il y en a... il y a 49 résidences unifamiliales présentement qui sont autorisées là, avec la possibilité de faire des logements accessoires. Fait que donc, ultimement, on se ramasse à peu près là, à 98 logements au total. Donc ça, c'est le statu quo, c'est ce qu'on retrouve présentement, c'est le zonage. Le règlement maintenant, donc le règlement 21-2022, qui est à l'étude. Là, on voit bien la zone de transition, là, c'est la fameuse zone qui se précédait à la municipalité. Donc là-dedans, on a le cours d'eau ici, avec les zones, les talus, et une zone aussi là, qui serait conservée, là, une zone toute boisée. Donc, on passe de terrains de 10 000 pieds carrés à des terrains de 5 000 pieds carrés. On est ici aussi sur une typologie d'unifamilial. Donc, c'est des terrains qui ont un frontage de, je pense, c'est 50 pieds. Ouais, c'est ça. C'est 50 pieds par 100 pieds de profond. Alors, on a une typologie, là, pour la plupart des bâtiments, c'est isolé. Et pour ceux qui seraient en bordure de l'autoroute étant ici, on a, dans le fond, des résidences unifamiliales jumelées. Ouais, c'est ça. On vous a mis une autre photo. C'est le même lotissement, dans le fond, mais c'est parce qu'on se disait qu'on allait mieux voir sur celle-ci. Donc, c'est la configuration qu'on retrouve. Ah oui. Veux-tu revenir à la précédente? Ce qui est important aussi, tantôt, je vous ai dit que dans le projet présentement, on autorise les logements accessoires. Dans ce projet-là, on ne les autoriserait pas. Pour fixer, donc, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est super important. Il y a 122 logements. Là-dedans, là, au total, là, il y a 122 terrains, 122 logements. Et les logements accessoires ne seraient pas autorisés. Fait qu'on bloque ça à 122, alors que tantôt, on avait une possibilité de se rendre à 98. Bon. Veux-tu revenir deux diapos en arrière? Celle-ci. Merci. On peut constater ici, il y a un chemin qui est existant. Là, c'est pour aller à la station d'épuration des eaux. Ce chemin-là serait déplacé, mais il y a quand même une partie
entre les limites de propriété du terrain et le chemin, qui est boisé. Alors, l'étude qui a été faite déjà par CIMA révèle que ce n'est pas un boisé, n'a pas relevé rien des caractéristiques qui feraient en sorte que ce serait un boisé qui serait d'intérêt au niveau faune, flore non plus. Donc, c'est pour ça que depuis le début, le Conseil a toujours autorisé qu'il y ait un projet, donc, ici. Ce que le Conseil a pris comme décision, parce qu'il va y avoir du déboisement, on va autoriser le déboisement, là, il va y avoir des propriétés, là, il va y avoir une piscine, ce ne sera pas une coupe à blanc, mais ce que le Conseil a décidé, indépendamment des résultats, que ce soit ce projet-là ou l'autre, c'est de mettre en place un plan de compensation. C'est l'autre qui prévoit donc la plantation de 3000 arbres. Donc, les démarches sont déjà en cours avec la MRC. Il y a un 1000 arbres qui s'en vient pour le printemps prochain et 2000 arbres qui vont suivre peu de temps après. Il y a déjà des endroits qui ont été identifiés pour planter ces arbres-là. Dans le secteur qui est visé, on prévoit planter des arbres de 2 mètres de haut pour chaque propriété. En fait, c'est... Ah oui, c'est ça, c'est ici. Puis tantôt, je vous disais que finalement, c'est les arbres qui pourront être abattus, ben, c'est les arbres là où il y a un projet. Fait que la rue, les maisons, les bâtiments accessoires, les piscines. Bon. Là, je vais céder la parole aux experts qui sont là. Évidemment, on ne les a pas tous amenés parce que la séance aurait été beaucoup plus longue, mais il y a quand même des enjeux que les citoyens nous ont fait part. On jase souvent avec les gens, puis les gens nous font part d'enjeux, de préoccupations qu'ils ont. Fait que donc, on a sélectionné donc, des études, puis on a amené des experts ici pour venir présenter les conclusions de certaines études pour lesquelles on sait qu'il y a des préoccupations. Fait que donc, la première, évidemment, j'ai vu des citoyens qui étaient ici, là, qui ont déjà porté ça à notre attention. On est sur le plateau 1. Alors, tout ce qu'on voit ici, le général va l'expliquer, c'est tous des forages qui ont été faits. Et évidemment, la topographie ici est plus élevée qu'ici, puis il y a des résidences. Puis, donc, il y a un enjeu là, où les citoyens se disent « Ouais, mais il peut-y avoir des tassements, etc. » Fait qu'on a amené l'ingénieur en sol, M. Mustapha, qui va venir nous dire en 3 minutes, j'ai dit, parler de ses conclusions. Ben oui. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne suis pas habitué à parler en public, mais vu l'intérêt du projet, et vu qu'on est des professionnels, c'est surtout pour rassurer les citoyens, donc ça me fera plaisir de parler, de donner un avis là-dessus. Donc mon nom c'est Mustapha Maouche, je suis ingénieur en géotechnique, je représente Kalilab Inspection. Concernant ce projet, plateau 1 tel qu'il a été figuré ici, on voit ici en rouge, ici c'est les bâtiments projetés, en carré rouge. Et puis les petits picots rouges que vous voyez ici, ça c'est des sondages et des forages. Donc on a ciblé chaque bâtiment, on a fait un forage au milieu. On les a nommés forage F1, F2, F4. Puis on a fait quand même d'autres sondages en périphérie, à l'extérieur des fondations projetées. Ça, dans le fond, c'est pour avoir une idée, c'est quoi la capacité portante des salles et c'est quoi le type de salle. Bon, là, on a fait 4 forages au total. Parmi les forages, il y en a un qu'on a été le plus profond possible, justement, pour évaluer pour avoir le maximum de données. Suite au résultat des sondages, il s'est avéré que ici, dans le plateau, on a trouvé un dépôt d'argile qui est quand même assez dur en surface, sur à peu près 15 pieds. Puis en profondeur, le comportement d'argile, ça devient un raid à faire, mais c'est quand même assez porteuse là-dessus. La conclusion de ces études qu'on a fait, je peux la lire ici intégralement si vous voulez. Donc, le site à l'étude, finalement, il est adéquat selon les résultats justement des sondages qu'on a obtenus. Ils sont adéquats pour la construction des futurs bâtiments. Donc, les fondations projetées des bâtiments devront reposer au total sur le dépôt d'argile, et puis l'argile, elle est assez adéquate là, justement pour recevoir les charges des futurs bâtiments. Donc, sur le plan capacité partante des sols,
on n'a aucun enjeu là-dessus, donc c'est un sol qui est acceptable pour recevoir les charges des bâtiments. Pour donner plus d'informations concernant le souci entre le talus des riverains, entre le plateau 1 et les riverains, approximativement, il y a à peu près une distance déjà qui est assez acceptable entre le bâtiment et le petit talus qui longe sur le plateau 1. Donc, approximativement de 6 à 10 mètres de distance. C'est déjà quand même une distance déjà acceptable. En termes de hauteur du talus, dans le plateau 1, on a enregistré à peu près des différences de niveau. À peu près, ça peut aller jusqu'à 1,5, 2,5 mètres en moyenne. Puis le talus en place, on a décidé aucun risque d'instabilité ou bien une zone d'érosion sur ce talus. En plus, je finis par dire que les bâtiments qui sont projetés, ils ont des garages, comme l'a stipulé M. Giguère, donc c'est des garages souterrains. Donc il va y avoir une excavation de à peu près 8-9 pieds, même à 10 pieds de profond par rapport au niveau du plateau. Donc la pression des fondations va être, mettons, à 10 pieds. Donc pour nous, sur le plan géotechnique, ça n'affectera pas la stabilité du talus entre des riverains avec le plateau 1. Donc, en finalité, pour vous rassurer que selon notre étude géotechnique, je ne trouve aucun enjeu pour la stabilité du site. Donc, pour nous, c'est un site qui est adéquatement, qu'on peut développer, puis où on peut construire les 4 bâtiments tels que proposés par le promoteur. Je vous remercie. Vous introduire M. Aubin. Donc maintenant, M. Aubin va répondre à la question de l'enjeu pour la circulation. Non pas pour le plateau 1, parce qu'on ne relevait pas nécessairement d'enjeu, mais plutôt pour le secteur La Violette, compte tenu qu'entre le secteur La Violette et le chemin principal, il y a déjà un secteur qui est urbanisé depuis un bon bout de temps. Et on se posait la question, est-ce que ce qu'on propose dans le règlement 21-22 aura un impact? Quels seront les impacts en termes de circulation? Alors, M. Aubin a étudié la question, a été mandaté par la municipalité il y a déjà quelques mois. Merci. Bonjour. Simplement pour vous rappeler, les développements qui ont été regardés se situent à l'est du secteur. Il y a 3 intersections qui peuvent... Désolé. À l'est du secteur, il y a 3 intersections qui attirent notre attention. La rue du Parc, la rue Clément et aussi la rue Binette et la Violette. C'est les seuls 3 endroits où est-ce qu'on peut accéder au secteur et en sortir. On va passer à la prochaine. OK. Pour ce qui est on a regardé ce qui se passait à l'actuel avec les comptages des intersections. Et avec le feu de circulation aussi, on a obtenu la programmation, on a roulé des simulations et on va revenir aux résultats à la prochaine. Mais c'est un peu... On va revenir en arrière. Merci. C'est les débits qui vont être générés par les nouveaux développements, pour vous rassurer, ça représente pas beaucoup de véhicules. En autres mots, c'est en moyenne entre 1 véhicule minute et 3 véhicules minute, selon si c'est le matin, l'après-midi et quel chemin qui va être emprunté. On peut passer à la prochaine. OK, dans l'actuel, le matin, le niveau de service du feu de circulation, je vais parler juste du feu de circulation parce que les 2 stops ne posent aucun problème. On a des bons niveaux de service. Le niveau de service du feu de circulation actuellement, le matin est de A. Il y a un retard moyen de 8 secondes. Et l'après-midi, on a 28 secondes avec un niveau de service de C. Avec le projet, l'addition des nouveaux débits,
et des nouveaux niveaux de service. Le matin, ça va être un délai de 9,8 secondes, qui est excellent. On conserve le A. Le matin, on n'a fait aucune optimisation. C'est même la même programmation qu'actuellement. En PM, on passe d'un C à un D. Maintenant, il y a 28 secondes de retard moyen. Et dans le futur, pour l'intersection au total, c'est un 37,7 secondes de délai. Je veux dire ici que c'est un D faible, parce que la valeur où est-ce que ça passe d'un C à un D, c'est 35 secondes. Un D, c'est entre 35 secondes et 55 secondes. Pour vous rassurer, qu'est-ce qui est acceptable? C'est A, B, C, D. F, c'est à éviter. Puis D, on dépasse la saturation. Excusez-moi. F, on dépasse la saturation de l'intersection. Alors, en résumé, actuellement, il y a encore de la capacité à l'intersection. Il y a une certaine détérioration, mais on est encore dans la capacité d'une intersection, même après le développement. En résumé, la géométrie actuelle est adéquate avec un ajustement mineur à la programmation des feux en après-midi seulement. En d'autres mots, ce qui va se passer, c'est on retire quelques secondes aux autres approches pour en redonner pour l'approche qui est la plus sollicitée. En d'autres mots, on fait juste rebalancer, redistribuer le temps disponible pour rendre ça un peu plus juste pour tout le monde. Merci. Merci, M. Aubu. Je vais juste vous parler là, brièvement aussi, parce que c'est une question qui nous a été posée. Donc, la station d'eau potable a une capacité de production de l'eau potable. Donc, on a demandé aussi une note technique à nos ingénieurs. On appelle ça la capacité résiduelle. Alors, on a une capacité de pompage là, qui est 19 621 m3 jour. Débit de pointe horaire, présentement, on est à 13 440. On a une capacité réservée pour les incendies de 2880 m3 jour. Ce qui fait qu'actuellement, on a une capacité pour le futur de 3301 m3 jour. Fait que, en termes de personnes, on parle de 2750 personnes supplémentaires, là, ce qui équivaut grosso modo à un peu plus de 1000 logements. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, par rapport aux projets qui sont sur la table, par rapport au 21-2022, on voit que ça fonctionne. Au-delà de tout ça, le conseil municipal, on est en train d'évaluer un projet aussi de doter la station d'eau potable d'un réservoir. Il y a plusieurs, évidemment, on ne fait pas ça nécessairement pour les développements à venir. Aussi une question de sécuriser aussi notre approvisionnement en eau potable. Mais c'est un projet qu'on travaille là-dessus présentement. Si ça va bien, on parle de peut-être 2024. En tout cas, on est en train de travailler sur le financement, toute la question du design. Puis, mais un projet de réservoir, tout ça pour dire qu'un projet de réservoir ferait en sorte qu'on pourrait rajouter là, à terme, on parle de 15 500 personnes supplémentaires avec donc un équivalent de 6 500 logements. Donc, ça pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la station d'eau potable. Maintenant, le prochain bloc, c'est plus au niveau, je pense, c'est M. représentant de BSA, M. Béribé, qui va nous parler, au fond, là, de le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts sanitaires et le réseau d'égouts pluvial. Bonjour à tous. Donc, je commence pour les projets concernés ce soir avec l'aqueduc. Donc, le diamètre des conduites qui va être proposé dans les projets, ce sont des conduites adaptées au type et au nombre de logements dans les projets. On s'est intéressé aussi aux pressions statiques. Les pressions statiques, les pressions à l'entrée du réseau, sont convenables, puis au besoin, l'attention particulière sera portée à la mécanique et à la plomberie des bâtiments pour s'assurer des pressions de l'étage. Le débit incendie a aussi été évalué. Donc, avec le débit incendie qu'on a, on permet une protection qui est équivalente aux autres secteurs de la municipalité. Pour le sanitaire maintenant, donc toutes les infrastructures qu'on a analysées, que ce soit les égouts, les conduites ou les postes de pompage, sont des infrastructures qui sont capables d'accepter les nouveaux débits qui vont leur être apportés.
Maintenant, pour le réseau pluvial, donc chaque plateau, le plateau 1 ici, gère les eaux pluviales localement par l'utilisation des bassins de rétention, puis des chambres de régulation et des débits. Alors, l'eau qui va sortir des... en fait, les eaux de drainage vont être nettoyées des MLS et aussi toutes les... on va être protégé pour les pluies 6 mois, 2 ans, 10 ans et 100 ans. Le drainage doit être conçu de sorte à ne pas modifier la situation existante dans les secteurs développés adjacents au projet. Donc, toute l'eau qui est dans le projet reste dans le projet, à part l'exutoire, la seule exutoire à la sortie du bassin de rétention qui va amener l'eau au cours d'eau sans nom, mais qui se situe entre le projet de plateau 1 et du plateau 2. Donc, en conclusion, au terme de notre étude, on relève aucune problématique qui empêche la réalisation du projet de développement des plateaux du ruisseau et plus spécifiquement, bien évidemment, le plateau 1. Et ça concluait la présentation technique. Merci beaucoup donc aux gens à tout le panel là, qui vous a fait la présentation des différents enjeux. Maintenant, on va passer à la période de questions qui durera 30 minutes, ce qu'on va faire, puis c'est à ce moment-ci que je vais inviter ceux qui sont en arrière et qui souhaiteraient poser des questions à venir se chercher une place plus proche en avant parce qu'il faut que je me promène pour vous faire intervenir. Donc, vous allez lever votre main si vous avez une question. Moi, je vais commencer par l'avant pour progresser vers l'arrière. Je vais demander aux intervenants qui sont ici, si vous devez répondre à une question, de venir vous déplacer au lutrin pour répondre à la question. Donc, on va prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Ceux qui souhaitent se déplacer pour poser des questions, je vais vous demander de vous rapprocher donc à l'étape plus en avant. Ça fait en même temps un petit dégourdissement, une petite pause. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher. Je vais prendre une question à la fois. Donc, on permettra une seule question pour commencer. Si vous en avez d'autres, gardez-les, comme on dit, mettez-les au frigo. Hein? Elles vont rester au frais. Et puis, je reviendrai pour vous permettre de poser la deuxième question. Donc, je n'ai pas de main levée. Donc, je vais... monsieur, ici, je vois que vous avez une question. Voilà. On vous écoute. Mon nom est Normand Taillefer, de la rue du Parc. La question que j'ai à poser, c'est concernant les procédures durant la construction. On est en face de projets, on a devant nous un projet ou des projets qui vont mobiliser énormément de main-d'œuvre, énormément de camions. On parle de construction d'infrastructures municipales, c'est-à-dire de routes, de chemins, de fossés, aqueducs, égouts, etc., bassins de rétention, la construction de maisons, l'installation de réseaux électriques. On a vécu, il y a 3-4 ans, l'extension de la rue du Parc, à partir du cimetière de Pointe-Calumet jusqu'à l'extrémité. Il est passé pendant plusieurs mois jusqu'à, je dirais peut-être 120 camions par jour, ce qui s'est avéré très dérangeant. Alors, quelles sont les mesures qui vont être prises dans ce cas-ci pour éviter le dérangement des citoyens qui sont situés le long du trajet qui va mener à la construction de ces terrains-là? Merci pour votre question. Question très pertinente. Je vois que M. le directeur général veut nous répondre. Donc, allez-y. Bien, en fait, la question est pertinente, effectivement. Donc, effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis je suis conscient de ce que les citoyens amènent comme enjeu. On vient d'ailleurs de vidanger les étangs aérés, puis on parle, il y a passé, c'est des camions double essieu, des semi-camions, semi-remorques. Il y en a passé 250 là, sur la rue La Violette et Brunet. On ne passait pas par la rue. Parce que, en fait, si on fait le projet La Violette, la phase du projet fait en sorte qu'on ne passera pas sur la rue. Monsieur est sur la rue du Parc, là. Donc, c'est sûr qu'il ne sera pas touché par le camionnage, puisque tant qu'il n'y aura pas d'interconnectivité entre La Violette et la rue des Pins, on peut-tu remettre la photo où on voit l'étude de circulation pour que je puisse mieux illustrer ce que je dis? Mais en fait, ce que je dis,
c'est que le secteur La Violette Monsieur Gillian. est ici. Le secteur La Violette est ici. Et ça, le chemin qu'on voit ici, là, on n'est pas là, là. Ça, ici, éventuellement, ça, il y a une terre entre la rue, le développement La Violette, le développement, disons, le prolongement de la rue des Pins. Entre les deux, éventuellement, il y aura un projet, mais on n'est pas là. Je veux dire, donc, la ligne rouge qui est ici, c'est le futur tracé. Évidemment, à partir de la rue Brunet, ici, il y a des options. On ne va pas sur la rue du Parc. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il va y avoir du camionnage, il va y avoir de l'achalandage supplémentaire dans les rues résidentielles découlant des travaux d'infrastructure puis de construction des maisons. Ça, c'est sûr. Un peu comme dans le projet, tantôt je faisais référence au projet de la vidange des boues, où il a passé quand même, dans ce chemin-là, près de 250 camions. On a sensibilisé nos gens. Au fond, je réponds à la question, là, on va sensibiliser nos gens, on va demander aux citoyens de nous aviser dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct pour qu'on puisse intervenir en termes de vitesse, en termes de respect de la signalisation, parce que c'est des zones à 30 km/h. Donc, ça passe par une sensibilisation et une collaboration des citoyens à nous faire le message si jamais il y a des gens qui ne respectent pas ces éléments-là pour qu'on puisse intervenir. Merci. Est-ce que ça répondait? Vous voulez une complémentaire peut-être? Juste un complément à ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité, parce qu'il y a déjà un chemin qui existe parallèle à la 640, que l'on n'utilise que ce chemin-là, même s'il est dans un état peut-être un petit peu qui pourrait être amélioré, qu'on utilise ce chemin-là pour les besoins de développement du secteur. Non pas pour la circulation par après, là, mais pour le développement du secteur de la Violette. Faire un chemin parallèle à la 640. Non, ça ne fonctionne pas, là, parce que c'est surtout là où il y a la caisse populaire, puis il faudrait construire, aménager des ponceaux, des ponts. Non, c'est pas une option, là. Merci. Merci. Alors, j'ai dit que je progressais dans la salle. Je vais aller ici. Oui, moi, je voudrais savoir, étant donné qu'on s'était déjà prononcé pour le secteur La Violette, une cinquantaine de maisons, de terrains de 10 000 pieds carrés et plus, là, vous nous présentez, dans le statu quo, ça demeure quand même une cinquantaine de maisons avec logement possible, accessoire 98, mais avec votre règlement de 21-2022, là, on tombe vraiment avec 120 quelques maisons sur petit terrain. Puis moi, je ne comprends pas qu'on ait déjà une centaine de maisons dans le quartier. On roule à 8 secondes, semble-t-il. Puis là, avec le double et plus de maisons, 2 à 3 autos par maison de plus, on va être capable de sortir et rentrer dans notre quartier sans problème. Merci. Alors, peut-être la question, je pourrais peut-être passer le micro à l'ingénieur en circulation pour répondre à Moi, ça. je répondrai à la première partie de madame. Oui, c'est certain, là, vous disiez qu'il y avait eu une consultation. C'est tout à fait vrai, comme il y en avait eu une aussi pour les plateaux, le plateau 3, ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 2 scénarios possibles. Le statu quo, donc ça resterait à 50 maisons, 49 maisons avec possibilité de logement, mais sinon, c'est 122 logements, 122 résidences sans possibilité de logement. Mais ce qu'il faut qu'il soit dit aussi, c'est que les 122, c'est exactement dans le même espace que les 49. C'est pas un espace supplémentaire ou quoi que ce soit. Là, ça, je veux que ça soit compris par les gens. Si c'est 98, c'est pour... Moi, là, j'écoute ce que vous dites, mais mettons une possibilité de 98 à 122, le nombre n'est pas exagéré, là. Comprenez-vous? Mais je vais laisser, messieurs, là, par les études là, par rapport au nombre de véhicules, on a demandé à une firme spécialisée spécialement pour ça. Bonjour. 122 unités vont générer environ 95 déplacements le matin, 25 entrants et 70 sortants. Comment on fait pour déterminer qu'il va en avoir 95? C'est selon des données statistiques qui sont prises un peu partout au Canada et aussi que c'est selon le type de développement. Alors, c'est tout empirique.
et statistique. En autres mots, en sortant, ça fait environ 70 véhicules qui vont sortir. Fait que s'il y a 60 minutes, ça fait environ un véhicule à la minute de plus sur le réseau actuel. Vos statistiques, ils datent de quelle année, monsieur? Les statistiques, c'est pris dans un livre, on appelle ça le ITE. C'est des statistiques qui sont gardées à jour. Et selon le type de développement, là, il peut y avoir des centaines de données colligées ensemble. Pour revenir à la réponse, un cycle de feu de circulation, habituellement, ça dure environ 2 minutes, ce qui veut dire 120 secondes pour effectuer tous les mouvements. En d'autres mots, pour un cycle normal, le matin, à la sortie, il va y avoir 2 véhicules de plus pendant le cycle. C'est pour ça que l'effet va être relativement petit. C'est pour ça qu'on passe de 8 secondes à 9,8 secondes, qui est 2 secondes de plus. En espérant que ça répond à la question. Merci, je pense que c'est pas pire parce qu'effectivement, c'est un peu contre-intuitif de se dire il y a 2 fois plus de logements, mais le temps d'attente à cette lumière-là, en moyenne, ne sera pas 2 fois plus long. Je pense que c'était un peu j'ai bien compris la nature de la question. Oui. Je vais continuer dans la proximité, madame. Oui. Bon, je comprends que statistiquement parlant, c'est peut-être ça que ça vous donne. Comme chiffre, moi, je passe là tous les matins et à tous les soirs. Et puis, avec la sortie de la 640, c'est toujours eux autres qui ont priorité pour tourner à gauche, à droite. Peu importe. Nous, on reste pris dans la sortie, dans la rue La Violette. Puis régulièrement, le matin, là, je suis même pas capable de passer. Il n'y a même pas 2 voitures qui sont capables de passer au point puis tourner à gauche. Après clignotant pour la gauche. Parce qu'il y a une priorité de virage pour ceux qui arrivent de la 640. Et puis, à ce moment-là, ceux qui veulent sortir du quartier, là, c'est une auto à la fois. Puis encore là, bien souvent, on brûle la rouge en tournant. Parce que les gens, eux autres, ils font tout, ils s'en vont tous vers Pointe-Calmet, puis ils continuent à Donc peut-être c'est un problème de programmation, je ne sais pas. Je peux amener une précision. La précision que je vais faire, c'est les niveaux de service. C'est un niveau de service moyen pour l'intersection au complet et non pour la sortie comme telle. Il faut dire que le soir, je suis totalement d'accord avec vous, que la sortie d'autoroute, il y a 769 véhicules à l'heure qui prend la sortie de l'autoroute. Essayez de sortir, vous, le soir à 5 heures de la rue La Violette. Il faut se garocher devant les voitures. On risque d'accident à tous les soirs. Je vous demanderais juste de garder le calme. Oui, je suis conscient. La programmation actuelle, c'est ça. C'est la priorité est donnée à la sortie de l'autoroute. C'est le ministère qui est en charge de la programmation. Puis la priorité pour le ministère, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de refoulage sur l'autoroute. Il y a moyen, par exemple, de changer la programmation aussi. Mais comme c'est là, moi je parlais d'optimisation et on donnait plus de temps, on faisait une redistribution du temps pour donner plus de temps pour la sortie de la Violette dans ce qui est proposé dans le futur. C'était de recouper un peu du temps dans les autres approches pour redonner plus de temps à la sortie de la Violette. Mais je suis conscient que dans la programmation actuelle et même dans la programmation future, il n'y a pas de phase prioritaire pour sortir de la Violette. C'est la programmation, les priorités ne sont pas changées, c'est juste les ajustements du temps qui a changé. Ça veut dire quoi, ces ajustements de temps? Ça veut dire que, disons qu'il y a 120 secondes dans un cycle. Je vais juste prendre ça comme exemple. Disons qu'il y a 20 secondes pour la Violette présentement, le soir. Bien, avec le réajustement, peut-être que la Violette va avoir 25 ou 26 secondes pour sortir au lieu de 20. Mais à 5 heures le soir, Madame, je on vous n'a donnerai pas le micro. d'ajustement? Non, je vous donnerai le micro tantôt. C'est une personne à la fois. Non, mais j'essayais de comprendre l'ajustement, c'est quoi qu'on a de temps sur la rue de la Violette et aucun le temps de soir sur la rue de la Violette?
On n'a rien pour tourner à gauche. On n'a rien là. pour tourner à gauche. Il n'y a pas de clignotant pour tourner à Non, gauche. il n'y a pas On de attend, clignotant. on Il attend. n'y a pas de clignotant. C'est une phase qui est permissive, ce qui veut dire que vous avez le plein vert, puis qu'à un moment donné, lorsque... On a le il y a plein pas- vert, ça n'en vient pas. Lorsque vous avez le plein vert, en voulant dire que le mouvement de virage à gauche, si vous devez l'effectuer, vous devez vous assurer que personne ne fait Oui, de mais c'est mouvement ça, conflictuel. c'est ça le problème. Quand ça Mais, déborde que de la mais si vous me permettez, monsieur, si vous me permettez, ce que les gens disent, on est au courant aussi de ça. Je le vis moi aussi. Là. C'est vrai que c'est très difficile de sortir là où il y a la caisse populaire, surtout en soirée, là, en début, là, quand l'heure de pointe arrive. Vous, là, qui êtes... on doit être en mesure, nous, la municipalité, de pouvoir faire une demande au ministère du Transport pour pouvoir avoir peut-être un clignotant pendant 30 secondes ou quelque chose du genre. À gauche. Oui, à gauche. Oui, il y a moyen de faire des requêtes au ministère pour faire des modifications sur le phasage et sur les priorités. Fait que c'est sûr que nous, on va l'adresser sur cette situation-là. Merci. Je pense que c'est plus clair un petit peu là, la question. Donc, ça prendrait en fait une priorité pour pouvoir sortir, puis un ajustement de ce cycle-là, mais le problème existe déjà. Merci beaucoup. Je vais aller ici, plus proche. Madame. Bien, c'est une question que je pose au public en général, puisque dans le projet sur lequel on discute ce soir, le plateau 3 ne sera pas construit. Donc, GBD aura 45 maisons de moins à construire, si j'ai bien compris. Alors, pour le compenser de ces 45 maisons-là qu'il ne pourra pas construire, on densifie le plateau 1 de 96 logements et on densifie le projet La Violette de 73 maisons. Ça fait une densification de... Ça fait 169 maisons. Donc, on compense GBD par 169 maisons de plus, tandis que s'il faisait le plateau 3, ce serait 45 logements qu'il construirait. Alors, je trouve que c'est pas gagnant-gagnant, là, c'est lui qui gagne. Oui, c'est ridicule, je trouve. Quelle est votre question, madame? Bien, je demande au public... Vous ne pouvez pas poser de questions au public, je m'excuse, c'est pas le format de l'activité. Donc, c'est des questions au panel. Non. C'est des questions au panel, donc à vos élus ou aux experts. Est-ce que vous avez une question pour les élus ou pour les experts? Pouvez-vous nous expliquer comment ça peut être gagnant-gagnant, cette affaire-là? Est-ce qu'il y a un élu qui souhaite répondre? Mais en fait, tantôt, M. Giguère l'a expliqué aussi, il y a plusieurs choses. Par rapport à l'expropriation, vous avez vu, on parlait tantôt, là, le promoteur, si on regarde le statu quo, il y a tout le temps, il y a un risque. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est lui qui aurait gain de cause, mais il y a un risque. On passait soit de 211 000, nous autres, qu'on lui proposait, alors que lui, il veut 2 millions, ça s'en irait devant le tribunal administratif. Puis, comment un juge pourrait trancher, ni moi ni vous, on le sait. Mais il y a un risque à ce niveau-là, alors que dans l'entente, on s'est entendu pour 350 000, on le sait que ce serait ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est sûr que quand on dit au promoteur, tu ne construiras pas sur le plateau 3, il ne faut pas oublier que lui, ce qu'il nous dit, puis dans les négociations qui ont duré plus de 2 mois, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a payé pour toutes les études, là, pour ça. Là. Il a payé pour faire toutes ses études au fil des années, tout ce qu'on lui a demandé. Fait que lui, dans ce qu'il demande, bien, c'est sûr qu'il va avoir une compensation pour ça, qui fait partie aussi de la densité, madame. Mais c'est ça, c'est ça les compromis qu'on a eu à faire pour arriver à une entente comme celle qui est sur la table ce soir. Est-ce que vous avez une question complémentaire? Puis la valeur d'un condo n'est pas la même qu'une maison unifamiliale également. Non, mais les 4 étages... Madame, je vous demanderai d'attendre votre tour, s'il vous plaît. Oui. Ben, j'ai un commentaire, je m'en souviens plus. J'ai un commentaire supplémentaire, mais là, je m'en souviens pas, excusez-moi. C'est pas grave, on reviendra. Donc, je vais continuer peut-être ici. Monsieur. Oui, on parle de 264 nouvelles unités familiales. J'imagine que dans 5-6 ans, ça va donner, je ne sais pas, 150 enfants dans ces unités familiales-là. Peut-être 200, je ne sais pas, à venir. Est-ce qu'on a pensé à l'impact sur l'école du Grand Pommier et l'école au village aussi? Là, c'est pas 200 quelques... Il faut faire l'écart entre le statu quo puis l'entente.
Mais oui, on a une nouvelle école, on a l'école du Grand Pommier, puis jusqu'à présent, là, avec ce qui s'en vient, c'est correct, on est capable de répondre à ça. Ils vont parce que absorber j'ai 150 ou 200. Oui, parce que j'ai 2 représentants au conseil d'établissement, que ce soit, quand je dis j'ai 2, nous avons 2 élus qui sont au conseil d'établissement Grand Pommier et aussi Rose-des-Vents, puis présentement, on n'est pas en pleine capacité. Ça va? Ben, Pas pleine capacité, est-ce que ça veut dire que ça absorbe? En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une nouvelle école aussi qui se construise dans 5 ou 6 ans? Ah ben, ça, je ne peux pas savoir s'il va y avoir une nouvelle école qui va se construire dans 5 ou 6 ans, mais je sais qu'il y a assez de capacité pour accueillir les nouvelles résidences. OK. Merci. Je vais... Premièrement, ton... C'est 96 maisons qui va apporter plus sur le plateau. Il va y avoir 96 maisons sur le plateau 1 de plus. Sur principal, tu vas faire quand même sortir. Comment tu vas sortir tout ce monde-là? Donc, la question est à nouveau pour la circulation, à savoir les 96 nouvelles résidences. Mais là, Plateau 1. La deuxième partie, le taux d'eau qu'il va y avoir, ça a débordé. Moi, je suis en arrière, okay? En bas. Je suis en arrière, ça a débordé, ça a traversé le bord de la rue. Les 2 toilettes en face de chez nous, ils ont été inondés. Comment tu vas calculer toute l'eau qui va tomber de là pour dire qu'il n'en tombera pas beaucoup? Les pluies, quand ils tombent dans ce temps-ci, ça tombe, je dirais, 30 mm d'eau en peut-être 2 heures à un moment donné. C'est beaucoup d'eau qui arrive en même temps. Tu vas faire comment pour absorber cette eau-là? Il n'y a jamais eu de compensation des voisins. Mais je peux répondre à ça. Là. Je peux répondre à ça. Pour ce qui est de la deuxième portion de ce que monsieur demande, c'est que présentement non plus, là, sur le plateau 1, là, sur le plateau 2, il y a déjà un bassin de rétention. Sur le plateau 1, il n'y a pas de bassin de rétention. Et maintenant, les nouvelles normes, c'est que partout où est-ce qu'il y a des nouveaux projets de construction, ça prend un bassin de rétention. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a moins d'eau que présentement qui se ramasse un peu partout parce que les eaux sont captées. Mais monsieur pourrait vous l'expliquer, le spécialiste, encore beaucoup mieux que moi, mais c'est comme ça les nouvelles normes. À ce niveau-là, il n'y a pas d'enjeu. Même avec les pluies torrentielles qu'on connaît. Bien, ils sont captés pendant un certain temps. Et puis, un peu comme on voit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sur le chemin d'Oka, il y en a un pour l'école primaire qui est là. Et puis, plus souvent qu'autrement, il est asséché. Mais quand il tombe beaucoup d'eau, il se remplit, puis ça garde l'eau pendant un certain temps. Puis après ça s'en va au fur et à mesure. Est-ce que notre ingénieur en eau peut-être a un complément à donner? Je vais revenir à vous. Monsieur Biru. En fait, le bassin de rétention, son rôle, c'est de capter l'eau. Puis dans le cas du plateau 1, va capter l'eau pendant une durée de 24 heures. Ce temps-là permet aux sédiments de se déposer, d'une part. Et d'autre part, il retient l'eau de façon à ne pas donner un coup d'eau lorsque la pluie tombe. Donc, imaginez une pluie qui tombe en 20 minutes. Elle ne va pas s'écouler sur vos terrains en 20 minutes. Elle prend 24 heures à s'égoutter peu à peu dans le ruisseau, qui n'a pas de nom, mais c'est un ruisseau entre le plateau 1 et le plateau 2. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer les eaux du projet. Donc, ça va sans doute être mieux que la situation initiale, c'est sûr et certain. Merci. En fait, le bassin de rétention en question, présentement, il n'existe pas. Il n'y a rien qui joue ce rôle-là. C'est pour ça que le bassin va favoriser. Merci. Un petit complément, puis je vais devoir bouger ensuite. Juste pour dire que si, comme vous dites, mettons dans 5-6 ans, il faut rebâtir une école, bien là, on a été chanceux avec du Grand Pommier que M. Paquet nous a donné de terrain. Fait que dans 5-6 ans, il va falloir racheter un terrain quelque part qui va coûter à peu près 1 million, 2 millions. Non, madame, présentement, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le 2 millions, mettons qu'il faut payer, on le paye tout de suite, puis on va le déménager plus tard. Non, mais c'est parce que vous parlez que dans 4-5 ans, s'il fallait qu'on soit, à cause de ça, obligé de reconstruire une école, présentement, il y a plusieurs classes non utilisées. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, présentement. Non, mais le problème de circulation, est-ce qu'il va sortir sur le plateau 1? Oui, ils vont sortir sur le plateau 1. Il y a une grande majorité, il y a quand même une bonne portion des gens qui directement embarquent sur la 640 pour aller travailler ou quoi que ce soit. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Il peut en avoir pour ceux qui vont descendre en bas, mais ceux qui vont sortir pour s'en aller sur la sortie sont juste à côté. Le point de vue en hauteur.
Non, mais ça, c'est d'autres choses, ça aussi. Vous avez raison. Présentement, si c'est pas 4 étages, c'est 3 étages. C'est ça la décision que les gens ont à prendre. Il était beaucoup plus lourd. Non, il y en avait aux mêmes endroits. Il y en avait plus loin, mais il y en avait aux mêmes endroits. Mais c'est 3 étages. Le statu quo, c'est 3 étages. L'entente, c'est 4 étages. Mais 100 logements de plus. Oui, je vous l'accorde. C'est énorme. Je vous l'accorde. Ça n'a pas d'allure. C'est énorme. Je pense qu'il y avait monsieur derrière vous, monsieur, qui voulait poser une question. OK. OK, c'est bon. Bonjour, Michel Paiement, rue La Violette. Vous parlez de 122 logements ajoutés sur la rue La Violette. Et votre étude fait qu'ils vont passer par 2 chemins. C'est à peu près incompréhensible. Tout le monde va prendre la rue La Violette parce que le flux de circulation est au bout. Donc, si on figure en campagne, ici, c'est à peu près 2 véhicules par logement, donc 250 véhicules environ, qui sortent à peu près tous les jours. J'ai bien de la misère à penser que c'est 70 véhicules qui vont passer dans ma rue. Je pense qu'au moins une sortie par jour, aller-retour. Donc, j'ai 500 véhicules qui vont passer dans ma rue avec des courbes parce qu'ils n'iront pas chercher l'autre rue parce que le flux de circulation est en avant. Mais tout ça, ça se passe sur quand même, je sais pas moi, Votre étude se fait 12 sur heures. 2 rues. Mais Votre monsieur, étude dit que c'est sur 2 rues. monsieur, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si c'est pas ça, là, présentement, ce qu'on parlait, là, c'est 49 unités 49 maisons avec des possibilités de logement, donc 98. Donc, c'est pas tout le monde qui bâtit 2 logements. Moi, mais en grande partie maintenant, c'est ce qui arrive. Fait que si c'est pas 122, ça va peut-être être 95. Bon, 95. Mais encore une fois, les gens ont à choisir. Les gens vont avoir à choisir. Nous, on vous impose rien. C'est ça, moi je pose la question. Votre étude dit qu'ils vont passer par 2 rues. Expliquez-moi ça, parce que la rue La Violette est direct sur le flux de circulation. Et l'autre, les citoyens de la rue La Violette, au fond, vont faire un détour, vont aller chercher la rue Brunet ou je ne sais pas quoi, pour aller chercher la 640, impossible. Ils vont passer par la rue La Violette. Votre étude, je la trouve faussée. Désolé, je la trouve faussée. Parce que les gens, c'est ceux qui vont passer tout droit, aller au flux de circulation. La logique est là. OK, on va laisser monsieur répondre. J'ai bien compris. Je vous avais quand même dit au début de la séance aussi de ne pas attaquer les personnes. Donc, je note ça quand même, mais M. Aubin va vous répondre. Oui, est-ce qu'on peut remettre les chemins empruntés par des débits ajoutés? Ce qu'on nous a mandaté pour faire l'étude de circulation, c'était, puis je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a demandé le worst case scenario, puis un futur éloigné. Il y a le développement de La Violette ici, qui, lorsqu'on s'est fait mandater, avait un 120 exactement de développement, puis qui avait aussi un développement futur projeté de 80 logements ici aussi. Puis on voulait avoir le worst case scenario. Puis aussi, il y a un chemin futur qui devrait venir déboucher ici. On a fait des schémas de génération. Puis la distribution s'est faite par rapport au chemin le plus avantageux pour les gens dans le développement. Lorsque le chemin de La Violette va être développé, ça va être une phase initiale, mais l'étude est basée sur le worst case scenario qui est lorsque tous les développements vont être faits. Et c'est pour ça qu'il y a une distribution sur 2 chemins et non seulement un chemin. Donc, votre distribution est faite sur un nombre d'années d'à peu près 10 ans, peut-être plus. Donc, dans les années futures, c'est La Violette qui va être impliquée. La rue La Violette seulement, parce que votre autre scénario, il ne tient pas debout actuellement. Il n'est pas là, il n'existe pas. Donc, c'est la rue La Violette qui va tout assumer les 122 logements en trafic. Alors, regardez le scénario de la rue. Moi, je suis dans la courbe, là, et déjà, on a des problèmes. Il y a des gens qui rentrent dans le champ parce que c'est trop rapide. C'est beau les dos d'âne, là, mais il va y avoir un surplus de trafic parce que la lumière est là. Donc, vous faites un scénario avec 2 rues, mais pas dans 10 ans, pas actuel. Actuellement, ça ne tient pas le bout avec le bout de la rue La Violette. On parle de la rue La Violette, on ne parle pas de l'autre, qui n'est pas développé. On parle de la rue La Violette et vous me dites, là, vous me parlez de l'autre rue. Elle n'est pas là, l'autre rue. Elle n'existe pas actuellement. C'est dans un futur développement. Actuellement, le développement du bout, c'est le trafic va être sur La Violette. Dites-moi que ça va passer par l'autre rue, je ne comprends pas. Imagine-nous, ça rue Maxime. 4 chars par jour. En 500 chars par jour. Je me dis en campagne, avec le transport en commun qu'on a, c'est 2 véhicules par maison, 122 logements, 250 véhicules. C'est impossible
qu'il y ait 70 véhicules le matin et 70 le soir. C'est impossible. On est en campagne. On veut aller au dépanneur, on prend notre véhicule. Donc, c'est 250 véhicules qui vont passer dans un sens et 250 dans l'autre, minimum. Ça va être ça. Dans Monsieur, une rue. est-ce que vous avez une question? Voilà la question. C'est quoi l'autre rue? Pourquoi c'est dans un scénario? Alors, M. Aubin, pourquoi il y a l'autre rue dans le scénario? Je pense que M. Aubin a répondu, là. Vous a expliqué que l'autre rue, c'est pour un développement futur. C'est un projet pour dans 10 ans. Expliquez-nous, c'est pour dans combien d'années l'autre projet? En fait, on n'a pas la réponse. C'est dans combien d'années l'autre projet? Ça pourrait être, la demande pourrait arriver dans un an ou deux, on ne sait pas. Bon, mais actuellement, avec le projet La Violette, ça n'a aucun rapport. Non, mais avec... Le scénario de l'autre côté, avec la rue La Violette, l'autre prolongement n'a aucun rapport avec la rue La Violette. La rue La Violette, elle va être impliquée pendant 10 ans. Pas nécessairement. L'autre scénario n'est pas développé. Ben c'est ça, mais s'il est développé, l'autre scénario, moi, on ne le sait pas. Si. Ben oui, c'est ça, mais le si est aussi bon d'un bord comme de l'autre. Ça peut être dans 2 ans, on ne sait pas. Dans votre 122 logements, là. Ils vont être développés et ils vont passer dans le Violette. Sinon, j'aurais dit ce que je disais tantôt, sinon, c'est 49 logements, 49 résidences avec un logement. Possible. Ben, possible, mais mettons que c'est la moitié. Mais c'est ça qui va passer. Ça va faire 70. Mais c'est ça la décision que les gens vont avoir à prendre. C'est ça. Merci. Moi, je donne Merci, messieurs. Bon, je vais passer à une autre question. Aussi vous dire que on a à peu près un bon 20 quelques minutes de fête. On avait prévu 30 minutes. Donc, vous comprendrez que le temps initial achève. Monsieur. Merci. Écoutez, je vais prendre 2 secondes. Je fais partie des malheureux qui habitent sur la rue Francine. Ils ont bâti en haut de chez nous. Fait que je comprends ceux de la Violette, je comprends ceux de la rue Maxime à 100%. On me dit qu'il y a 46 logements en haut de chez nous. J'avais bien peur. Je vais vous dire la vérité, il y a du trafic, mais ça paraît pas tant que ça. Puis je suis sérieux, puis ils passent devant chez nous. Il est où mon problème? C'est quand ils ont bâti l'école, puis à 8 heures, tout le monde sort d'un coup. Quand il y a un coup, je les vois toutes. Ça, c'est... Mais le monde qui habite en haut, c'est vraiment pas si pire que ça. Ils ont besoin d'apprendre à faire des stops, c'est une autre chose. Mais sérieusement, c'était pas si pire. Puis, je sais, mais si, je vous dis, moi, je regarde ça. Si aujourd'hui, on m'offrait de doubler en haut de chez nous, qui passe à tous les jours, pour avoir un parc comme on a là à Saint-Joseph, je dirais oui, sérieusement. Parce que ça paraît pas tant que ça, je suis sérieux. C'est facile quand on n'est pas là. Merci. Mais là, vous êtes en train de me voler... S'il vous plaît. Vous êtes en train de me voler mon punch parce qu'on avait une activité de table ronde où vous deviez avoir cette discussion-là. Madame, ensuite, je viens à vous. Bonjour, merci. Il y a un bout de l'histoire qui me manque. J'aimerais comprendre, à l'époque, quand on a présenté le projet GBD, qui avait le plateau 1, 2, 3, il y avait des zones de villégiature au niveau de la rue Yvon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec une histoire d'expropriation pour garder ces zones-là? Ce bout-là, j'ai manqué à l'histoire. J'aimerais qu'on m'informe là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui avec une histoire d'expropriation alors que le projet avait déjà prévu des zones villégiature? Oui, vous avez raison, madame, vous avez raison. C'est qu'au départ, le promoteur devait céder à la population josephoise. Là. C'est ce qu'on avait entendu dire. Puis lui, il dit qu'il ne nous a jamais dit ça par la suite. Okay? Mais c'est pour ça qu'on a essayé de s'entendre avec lui sur un prix, avant d'aller en expropriation, sur un prix, sur une valeur. On n'est pas venu à bout de s'entendre. Et nous, on s'est engagé auprès de la population que si on n'arrivait pas à s'entendre, on allait en processus d'expropriation. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on en est là. Merci, c'est bon. Alors, monsieur ici, j'avais dit ensuite. Là, j'entends beaucoup parler du secteur La Violette. On parle de voitures, OK? Sauf que si on va en phase 3, dans mon domaine à moi, OK, il y a l'école du Grand Pommier. Puis, à ce que je cherche, il y a beaucoup d'enfants qui marchent. Fait que là, vous allez rajouter des voitures, OK, parmi les enfants de maternelle, première année, deuxième année. Ça, je pense que c'est encore plus important que de juste un secteur qu'il y a juste des voitures qui passent. Moi, il y a des enfants qui passent. Je ne sais pas si vous avez déjà passé dans le coin du Grand Pommier, quand les enfants sortent le soir, il y a déjà beaucoup de trafic. Là, les voitures, ils vont avoir 2 choix. Soit passer par la rue Régent, qui se trouve à être à peu près à 50 pieds ils vont passer à 50 pieds de l'école, ou de prendre devant l'école pour monter, Julien et tout ça, pour monter en haut. Fait que là, vous augmentez beaucoup la circulation parmi les enfants. C'est mon point de vue.
Donc, je comprends que la question, c'est un peu de savoir comment on va s'assurer de la sécurité des enfants qui marchent sur le trajet de l'école. Je ne sais pas si peut-être M. le maire va intervenir. Bien, en fait, monsieur, lui, ce qu'il dit, parce que lui est directement impliqué à côté du plateau 3, là, si le plateau 3 se construit. Mais les gens vont avoir une sortie qui est la rue Caron, là, qui va se jeter sur la rue Caron. C'est possible. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce qu'ils vont. Mais je vous dis les possibilités. Là. Donc, ils peuvent s'en venir par Caron, sortir sur Lucien Giguère, s'en aller à côté de ce qu'on appelle le restaurant L'Oasis. Ils peuvent sortir là, puis s'en aller. Puis, ils peuvent prendre aussi la rue Régent pour se rendre jusqu'à l'autre bout. C'est tout à fait possible. Puis, vous avez raison. Il y a quand même beaucoup de monde le matin, là, aux heures d'entrée d'école, puis en après-midi. Ce soir, ils ne vont pas prendre la lumière en bas pour revenir pour remonter. Ouais. Ils vont passer par les gens. Ils vont sortir de l'autoroute, ils vont prendre des gens. C'est possible, monsieur, c'est possible. Oui. Parce que depuis tantôt, c'est le monde de... Oui, je comprends. Puis vous voulez faire part de ce qu'il y a à côté de chez vous. Excusez, monsieur, oui. Le projet... Non, s'il vous plaît. Ça fait des années qu'il est en fonction. Vous le saviez à l'époque. Il était déjà dézoné. Et là, vous prenez votre problème, vous le fichez chez nous. Et là, vous dites, Monsieur Paiement, s'il vous plaît. OK. Ça va? Merci. Super. Je vais aller peut-être... ici. Tiens, monsieur. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, on parle de circulation pas mal au niveau de la lumière, au niveau de la violette. Mais l'entrée et la sortie de la 640, quand le plateau 1 va sortir sur le chemin principal pour aller prendre l'autoroute, c'est déjà risqué en vélo ou à pied de passer sur la rue principale. Si on rajoute 144 logements de plus, j'imagine que ça va être encore bien plus dangereux d'aller prendre la 640. Puis ça va être encore plus pire quand on va sortir de l'autoroute pour s'en revenir chez nous le soir. Je pense qu'à quelque part, là, il y a peut-être un développement qui est peut-être un petit peu trop gros pour qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Peut-être, monsieur, mais vous dites, c'est vrai qu'il va y avoir plus de véhicules, c'est vrai, mais ce que je vous disais tantôt, oui, on est vraiment proche de l'entrée de la 640, ça c'est un plus. C'est un plus. Puis il y a des gens qui vont descendre en bas vers le chemin d'Oka. C'est inévitable. OK. Ça va? J'avais des gens ici. Vous, ça fait longtemps. Juste une petite question, je reviens à la rue Caron. Est-ce que ce serait possible de prolonger la voie piétonnière des enfants jusqu'en haut, jusqu'au développement? Mettons que le projet va de l'avant, on dit qu'on va ajouter beaucoup de voitures qui vont circuler sur Caron. Là, on pourrait-tu élargir la rue Caron et prolonger la voie piétonnière pour sécuriser les enfants jusqu'en haut de Caron? Ben, je vous dirais que là, on le fait pour le deuxième détour d'importance, là, ça se rend jusque-là. Ça pourrait être envisagé. Pour répondre à votre question, ça pourrait être envisagé. Merci. OK, j'ai vu je demeurais sur la rue du Parc anciennement. J'ai vu le nouveau projet qui s'est bâti dans la rue des Pins. Je peux dire que le trafic a triplé facilement après la construction. Durant la construction, c'était vraiment l'enfer. Mais les chiffres que le ministère des Transports, nous présentement, je crois qu'il ne tient pas compte qu'on est on n'est pas dans une ville. À Laval, je peux comprendre les chiffres qu'ils donnent, mais pas ici. On n'a pas de transport en commun, on n'a rien. Fait que ceux qui achètent des maisons aujourd'hui, les deux travaillent. Ils ont souvent pas la même place. Ils ont chacun un véhicule. Ça, c'est quand ils n'ont pas des enfants avec des véhicules. Fait que les chiffres qu'on a présentement pour le trafic, c'est complètement biaisé. Ça fait bien paraître, puis c'est tout. Présentement, je trouve que c'est un projet que vous emmenez sur la rue La Violette. C'est juste vous domper le projet là pour être capable de faire l'impact. Est-ce que vous aviez une question, monsieur? C'est mon opinion. C'est votre opinion. OK. Donc, je pense que ça n'appelle pas de réponse, mais merci. Je vais retourner ici, monsieur. Oh, pardon, monsieur. Hein? Je pense qu'après ça, monsieur Mathieu, après ça, on va devoir passer au table ronde. Bon, peut-être la circulation, ça semble être une grosse préoccupation pour les gens du secteur. C'est peut-être niaiseux, mais ça a-tu déjà été envisagé de faire un rond-point plutôt que la lumière de circulation? Est-ce que ça pourrait être plus efficace? Merci de m'avoir J'ai pas la réponse à ça. Là. C'est un chemin qui appartient au MTQ. Je pense pas qu'il y ait l'espace nécessaire pour faire ça.
Carrefour Gérard-Trois, elle veut en parler ou pas? Monsieur Mathieu, on va commencer les tables rondes. Oui, en fait, c'est ça. Ça fait une demi-heure. Je vois beaucoup de questions qui restent. Donc, on peut... Parce qu'il y a plein de mains qui sont encore dans les... On va... Excusez? C'est juste que monsieur ne pourra peut-être pas faire ses tables rondes au final. Là. Je ne sais pas, le but de l'exercice, c'était ça aussi. Là. Moi, parce que tout va être noté, ce que vous allez dire aux tables rondes. Je vois que vous avez beaucoup d'interventions encore, et qui sont beaucoup des opinions. Donc, je ne vois pas de questions d'information. Je pense que vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Si ce n'est pas le cas, je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions, puis ensuite, on va passer au table ronde. Estelle Froment. Dans un environnement, quand je n'aurais pas parlé, je demande la parole. Ce sera après, monsieur. Ce sera après, monsieur. Estelle Froment, sur la rue du Parc. Ce qui s'est passé sur la rue du Parc et la construction est tout à fait incomparable avec les projets en vue qui ont été énoncés ce soir. Je peux vous dire que personnellement, la vie sur la rue du Parc a été détériorée. Il est faux de penser que s'il y a 20 voitures, ils ne font que le matin et le soir pour revenir. Je vois constamment, parce que les gens travaillent de plus en plus à la maison, ils sortent et ainsi de suite. Je ne peux plus prendre de marche sur la rue du Parc en toute quiétude. Si je me promène avec un enfant, je dois porter une grande vigilance. Donc, je comprends les gens qui s'interrogent sur les deux choix sur lesquels vous voulez nous protéger. Ma question est la suivante. Est-ce que la municipalité s'est penchée sur la qualité de vie future de vivre à Saint-Joseph-du-Lac? Quelles sont les valeurs qui dominent les choix dans les projets comme ça pour la qualité de vie à Saint-Joseph? On se vante de la qualité de vie à Saint-Joseph. Est-ce qu'on va toujours continuer avec cette qualité de vie-là? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez poser la question. Bon. Merci. Sur la qualité de vie, monsieur le maire. Oui, tout à fait. La qualité de vie, moi, je peux vous parler que, comme quoi, présentement, ce qui s'est construit à Saint-Joseph-du-Lac, c'était des terres qui étaient dézonées depuis 1977. C'est des terres qui étaient dézonées depuis ce temps-là, qu'on appelle des zones blanches. On n'a pas dézoné aucune terre agricole, on n'en dézonera pas. Pour répondre à votre question aussi, à savoir la qualité de vie, ces choses-là, moi je pense que Saint-Joseph-du-Lac, avec ce qu'on amène sur la table, il y a aussi des gens qui s'inquiètent drôlement pour le déboisement. Je vais continuer, madame, donc je vais vous répondre. C'est ça. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui posaient, quand j'ai dit tantôt, là, il y a eu la mobilisation pour le non-déboisement. On a pris aussi ces gens-là en écoute, on les a écoutés parce qu'il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Donc, c'est pour ça que là, présentement, on a deux options sur la table. Je le dis et je le répète, nous, là, on ne vous mettra rien, on ne vous impose rien. C'est des gens qui ont à choisir entre les deux. Fait que chacun d'entre vous, ici, ce soir, vous avez à décider, est-ce que je veux le non-déboisement ou est-ce que je veux le statu quo? C'est uniquement ça. Hein? Petite question, est-ce qu'il y a un vote là-dessus? On va vous expliquer par après le processus qu'il va y avoir. C'est ça. Volez-moi pas tous mes punchs. Il y a une suite à tout ça. Je vais prendre peut-être une dernière question ici. Ensuite, on passera vraiment à la suite. C'est une entente qu'on a avec le promoteur. Mais on l'a dit aussi, on en a parlé, je ne sais pas si ça n'a pas été dit ce soir, là, mais il y a un autre, juste à côté de la terre La Violette, il reste une terre qui est possible de construction, c'est la terre Brunet. Il y a la rue du Parc, il y a la terre Brunet, puis il y a le projet La Violette. La terre Brunet, on le dit, jamais on va aller dans un niveau comme celui-là, parce que les arbres ont une grande importance. On a un rapport sur la qualité du boisé sur le long de l'autoroute 640 pour la terre La Violette, alors que pour la terre Brunet, c'est pas du tout la même chose. Fait que si un jour la terre Brunet devient un projet résidentiel, ça va être dans la même catégorie de terrain que qu'est-ce qu'on retrouve sur la rue du Parc au bout. Non. Oui, je pense qu'il y a une réponse complémentaire ici du côté de l'urbanisme. Je voulais seulement mentionner que présentement, on a déjà des terrains de cette dimension-là dans le beau Saint-Joseph. Donc, ça ne créera pas de précédent. C'est des superficies, des frontages qu'on a déjà dans la municipalité actuellement.
Merci. Merci. J'avais une dernière question. Et ensuite, comme le temps avance... Ça fait longtemps qu'elle a Oui, la main. c'est ça. Ça va être ça. Votre question, madame. Bonsoir. J'ai des informations à donner avant qu'on aille en table de... Non, madame, non. Est-ce que vous avez une question? C'est-à-dire que je veux informer les gens que... Madame, non, on vous a donné l'autorisation. Vous n'êtes pas citoyenne de Saint-Joseph, premièrement. Je suis membre du regard... Oui, ça, je suis d'accord, mais non. Je regrette. On vous a donné l'autorisation d'assister ce soir, mais là, on ne commencera pas à partir dans toutes sortes de sujets. Non. Les gens n'ont pas le droit de savoir... Vous le publierez, madame, vous le publierez. Oui, mais... Non? Regardez, c'est ça, on va être en table, puis on n'aura pas toutes les informations. C'est ça, vous le direz à la table, madame. Honnêtement, je vous le dis, là, j'ai été respectueux avec vous, on vous a autorisé de venir ici ce soir, hein. Vous êtes au courant du dossier. Regarde, citoyens, on les a rencontrés, vous êtes au courant du dossier, puis là, vous nous arrivez avec ça ici ce soir. Honnêtement. En fait, juste en complément. Si vous me permettez en complément. Oui. Le but ce soir, c'est pas que vous fassiez une tribune pour ce que vous avez à dire à la population de Saint-Joseph. Le but, c'est que vous posiez des questions si c'est pas clair pour vous sur l'information qui a été présentée et ensuite vous vous exprimez avec les gens à la table à laquelle vous êtes. Juste pour vous dire à M. le maire que l'information que je souhaite donner n'a pas du tout été... ça fait partie de la rencontre que vous avez eue avec Regarde Citoyen, où j'étais absente d'ailleurs. Donc je ne m'apprête pas à... Vous avez tout dit. J'ai pas peur de ce que vous allez dire, madame, mais je vous le dis, en tout respect, non, on a rencontré votre organisme, on les a donné, on a répondu à toutes les questions. Fait que, s'il vous plaît... Bon, je voudrais juste demander si, au plateau 3, il y a pour construire le plateau 3, il faut passer au travers d'un milieu humide. Le promoteur n'a plus son certificat d'autorisation. Maintenant. Donc, c'est ça votre question, madame? Non, oui, j'arrive à ma question. Okay. Donc, le promoteur n'a plus son certificat d'autorisation pour construire. Il a abandonné lui-même, d'ailleurs. C'est ce qu'on a eu en accès à l'information. Et maintenant, pour aller au plateau 3, il faut traverser un talus NH2 sur la zone de glissement de terrain. Et puis, si on regarde dans les grandes orientations du gouvernement, le gouvernement dit qu'il est interdit de couper des arbres dans un talus. Moi, tout ce que je veux dire, là, c'est que toute l'importance qu'on met sur le plateau 3 en disant, citoyen Saint-Joseph-du-Lac, vous avez à choisir entre deux. Moi, je pense que le promoteur a acheté un boisé à glissement de terrain, que ça va être très difficile pour lui de construire. Alors, c'est ce que j'avais envie d'amener comme... Finalement, il n'y avait pas de question. Il y a des informations. Merci. Alors, on va passer effectivement à la période de questions. Merci. Juste pour éclaircir, le promoteur n'a pas perdu son droit de passer, quoi que ce soit. Là. Il l'a mis de côté le temps des discussions, tout simplement. Il a encore son droit pour passer là où vous l'avez dit. Il l'a mis de côté le temps que ça se passe, madame. Merci, ça va être la fin de la période de questions. On va passer en table ronde et vous aurez toute l'opportunité de vous exprimer. Je vous rappelle que ce qui va être sur les napperons, ce sera également colligé dans notre rapport. Donc, ma collègue Laurence va vous passer les napperons aux tables. Je vais vous demander à chacune des tables de désigner parmi vous, s'il vous plaît, un peu d'attention, de désigner parmi vous une personne qui fait le rapport, c'est-à-dire une personne qui va prendre les notes